Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre jusqu'à 5 avant de démarrer, le temps que tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Hello, Bonjour. bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Parfait. Parfait, parfait. Écoutez, avant de démarrer, en tout cas, déjà, merci d'être présent aujourd'hui. J'ai hâte de passer cette prochaine heure, voire ces prochaines heures, les prochains jours, avec vous. L'idée de ces sessions, ça va vraiment être, alors qu'il y a une partie un peu présentation, démo, mais ça va surtout être aussi de répondre à vos questions. Et donc, ce que je vous propose, notamment pour la partie questions, c'est que vous les posiez dans le chat dès maintenant si vous en avez déjà, ou pendant la présentation s'il y en a qui vous viennent à ce moment-là. Et comme ça, ensuite, quand on passe à la partie questions, ça permettra d'enchaîner un peu plus rapidement. Et ça me permettra aussi de voir s'il y a des questions qui se rejoignent pour pouvoir y répondre de manière commune. Alors, on va attendre encore 2 minutes et ensuite on démarre. Alors, je vais accepter. Hop. Voilà. Bon, déjà une vingtaine, donc on va démarrer. Hop, je vous repartage mon écran. Hello Jocelyn, et on est parti. Vous voyez tous bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, comme je disais, l'objectif de cette semaine, c'est de vous aider à vous lancer ou continuer dans votre lancée sur Claude Code. Donc, il y aura 4 sessions. Une première aujourd'hui sur un peu
pourquoi ça me semble important pour tout professionnel aujourd'hui de se lancer alors, sur des outils comme Cloud Code. Alors, c'est l'outil qui est un peu en vogue en ce moment, mais globalement, voilà, que ce soit Codex ou d'autres outils, ont tous un peu le même mode de fonctionnement. Et donc, voilà, prendre en main ce genre d'outil, pour moi, ça me semble vraiment essentiel pour tout professionnel. Je vous expliquerai pourquoi donc, juste après. Et puis ensuite, l'idée de la session du jour, ça sera de vous présenter un peu l'interface Cloud Code dans l'application desktop, qui est pour moi voilà, celle sur laquelle je recommande toute personne qui se lance ou qui démarre sur Cloud Code d'utiliser. Et donc voilà, voir un peu les différentes fonctionnalités, les différences principales, notamment avec la partie peut-être chat et cowork, sur laquelle certains d'entre vous sont sûrement plus à l'aise et plus familiers. Et puis ensuite, comme je disais, de répondre à vos questions, que ce soit sur voilà, ce qu'on aura vu aujourd'hui ou sur d'autres sujets voilà, voilà, qui soient propres plus à votre activité ou à d'autres éléments de Cloud Code qu'on n'a pas spécialement couvert aujourd'hui. Et puis demain, on verra la partie contexte, donc comment organiser un peu voilà, les connaissances autour de son activité et notamment les organiser pour que puisse y accéder et être la plus autonome possible. Et puis mercredi et jeudi, on verra respectivement donc la partie skills et la partie agent. Donc, globalement, il y a eu un vrai changement de paradigme pour moi depuis, enfin pour moi, et je pense que vous l'avez tous remarqué avec l'émulation sur les différents réseaux autour de l'IA depuis le début 2026, et notamment autour de Cloud Code. Et la manière dont j'aime bien voilà, résumer ce changement à mes clients, c'est que jusqu'à 2025, l'IA était surtout un assistant. C'est-à-dire que voilà, on allait nous-mêmes exécuter une tâche et puis on allait demander de l'aide à l'IA sur voilà, tout ou partie de cette tâche, souvent plus partie que toute la tâche entière, pour nous donner des réponses, de la connaissance, enfin, nous débloquer techniquement, peu importe, mais voilà, c'était toujours le principal, on va dire, driver de ces actions et de ce qu'on produisait. Et moi, le grand changement depuis 2026, c'est que l'IA peut maintenant exécuter raison de plusieurs choses, à la fois la performance des modèles qui devient suffisante pour que voilà, elle puisse avoir une certaine autonomie sur un grand nombre de tâches, mais aussi l'arrivée à maturité de certains outils comme Cloud Code ou Codex et de certains éléments d'infrastructure comme les MCP ou les skills qui sont voilà, plus démocratisés chez les différents éditeurs de SaaS et acteurs de l'IA. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que l'IA exécute? C'est que ça doit maintenant être l'IA qui est vraiment au centre de l'exécution de vos différentes, j'allais dire de vos différents livrables dans vos activités. Et c'est nous qui devons l'assister. Et par l'assister, j'entends lui donner le contexte nécessaire pour qu'elle exécute ses tâches, mettre en place les process et les systèmes pour qu'elle puisse, voilà, pour que l'IA puisse opérer de manière efficace et prévisible. Et donc voilà, c'est mettre en place un peu tout cet écosystème pour rendre l'autonomie de l'IA possible. Et donc ces nouveaux enjeux entre guillemets, et ben ça soulève plein de nouvelles problématiques. Mais je dirais au-delà des problématiques techniques, ça demande surtout un changement dans notre manière de raisonner et de voir comment on s'organise. Et c'est pour ça que voilà, un des éléments sur lequel j'insiste vraiment beaucoup, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour vous lancer, notamment sur Cloud Code. Et même au contraire, pour moi, vous ne pouvez pas comprendre sans utiliser ces outils, parce que en fait, c'est des concepts
des manières d'opérer tellement différentes de ce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent, qu'il n'y a que en faisant les choses que vous allez au fur et à mesure vous rendre compte bah voilà, des nouvelles possibilités, mais aussi voilà, des nouvelles contraintes et prérequis pour voilà, opérer de cette nouvelle manière. Et donc, oui, c'est quelque chose qui prend du temps, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout sur les réseaux. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Voilà, c'est un processus itératif qui, pour moi, n'a pas vraiment de fin, dans le sens où bah, voilà, ça va devenir un peu le cœur du fonctionnement de vos entreprises et de vos activités. Et donc, au-delà de la phase d'apprentissage et de mise en place, qui prend déjà pas mal de temps et qui est aussi assez continue, bah, il y aura toujours besoin de entretenir, faire évoluer, voilà, construire ces systèmes. Et c'est une démarche voilà, dans laquelle tout entrepreneur, tout professionnel va devoir se mettre pour voilà, rester, alors j'aime pas trop ce terme, rester compétitif, mais en tout cas pour opérer dans ce nouveau paradigme et dans cette nouvelle manière de travailler. Euh, Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais précédemment, pardon, vous avez besoin de démarrer, euh, de commencer à utiliser ces outils, et puis ensuite, les choses viendront au fur et à mesure, et vous allez aussi, ça va aussi vous permettre de connecter un peu les différents concepts que vous aurez pu passer voir sur LinkedIn ou autre, que ce soit les skills, les agents, ou peut-être la partie second cerveau dont on parlera demain. Voilà, ça sera beaucoup plus facile à appréhender pour vous une fois que vous aurez effectivement mis un peu les mains dans le cambouis. Et vous verrez et vous comprendrez surtout pourquoi ces différents concepts sont pertinents et intéressants. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de cette semaine, c'est de vous aider à vous lancer. Et donc, on va commencer tout de suite par la partie interface donc, de Cloud Code dans la partie desktop. Donc, comme vous voyez ici sur donc l'application desktop de Cloud, dans la partie code, on a ici la partie chat, cowork et code. Là-dessus, mon premier conseil, c'est de centraliser votre usage de Cloud dans Cloud Code. J'ai régulièrement plutôt des clients qui utilisent voilà, la partie chat pour certaines choses et puis la partie cowork pour d'autres et code pour encore d'autres, ou qui vont encore avoir des usages un peu dispersés sur ChatGPT, Gemini, etc. Moi, ma reco à ce niveau, c'est vraiment tout centraliser sur un seul et même outil. Ça permet juste de simplifier un peu de ne plus vous poser trop de questions là-dessus. Et puis surtout, on le verra voilà, plutôt demain, mais sur la partie contexte, ça va vous permettre aussi de capitaliser sur voilà, chacune des sections que vous avez avec Claude et de construire au fur et à mesure comme ça un système qui s'enrichit et pas quelque chose sur lequel vous repartez à zéro, ou en tout cas, vous repartez toujours du même point à chaque nouvelle session. Ensuite, concernant l'interface, bah, comme vous voyez, c'est assez similaire à la partie chat, en tout cas sur celle-ci. Le premier concept, je pense, qui est important à comprendre quand on vient de la partie chat ou potentiellement cowork, c'est la notion de dossier. Donc, dans Cloud Code, vous devez travailler dans un dossier et globalement, vous pouvez voir un dossier de manière assez similaire à un projet pour ceux qui sont plus familiers avec la partie chat. C'est-à-dire que le dossier, c'est l'environnement dans lequel vous allez travailler et dans lequel Claude va opérer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il peut uniquement accéder aux fichiers qui sont dans ce dossier-là. Il peut accéder, si vous lui donnez l'autorisation, à tous les dossiers à tous les fichiers qui sont sur votre ordinateur. Mais ça veut dire que nativement, là où il va voilà, on va dire chercher des informations, là où il va aussi créer des livrables que vous pourrez lui demander, et ben, tout va être capitalisé dans ce dossier. Pour ce dossier, vous avez trois options, on va dire, pour l'héberger.
La première, et c'est celle que je vous recommande, et qui est la plus simple, c'est en local, c'est-à-dire que ça va juste être un dossier sur votre ordinateur, tout bêtement. La seconde, c'est dans le cloud. Donc là, c'est Claude qui va gérer pour vous la partie, on va dire, hébergement de l'espace, et il va vous le mettre à disposition. Et donc là, vous pouvez créer voilà, plusieurs environnements cloud. Et puis la dernière, c'est à distance. Si vous avez, par exemple, un serveur, et ben, vous pouvez aussi héberger votre session directement sur ce dernier. Donc, comme je disais, moi, l'option que je vous recommande, c'est la partie locale. C'est la plus simple. Il y a un intérêt à la partie cloud, sur lequel je reviendrai juste après quand je parlerai des routines. Mais pour démarrer, voilà, vous pouvez vous mettre en local. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Ensuite, pour la partie dossier, vous voyez ici, vous pouvez voilà, ouvrir un dossier. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un dossier sur votre ordinateur. Et donc, voilà, ma reco, c'est juste de créer au début, si vous lancez pareil, un dossier vide dans lequel voilà, vous prévoirez de mettre un peu votre environnement de travail. Et voilà, et pas vous poser plus de questions. On reviendra demain sur la partie contexte, comment justement l'organiser. Là, vous pouvez voir que c'est le dossier, mon dossier principal. Donc, je reviendrai sur cette organisation-là demain. Mais pour démarrer, encore une fois, vous pouvez juste voilà, créer un dossier vide dans votre ordinateur. Et puis voilà, commencer à avoir vos sessions de travail avec Claude dans ce dernier. Ici, vous voyez pareil, alors ça c'est un petit détail, mais qu'il y a aussi une partie là, main et worktree. Donc concrètement, ça veut dire que ça c'est un dossier qui est lié plutôt à un repo GitHub. Ça veut dire qu'il y a un fichier dans ce dossier, voilà, une commande qui le lie à un repo GitHub. Pareil, GitHub c'est pas un outil qui est nécessaire à comprendre et maîtriser pour se lancer, mais c'est effectivement un outil que vous allez aussi devoir voilà, commencer à appréhender au fur et à mesure de votre utilisation de Cloud, mais qui n'est pas du tout nécessaire pour vous lancer non plus. Voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai cette petite interface ici que vous n'aurez a priori pas si vous créez un dossier. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est uniquement si le dossier est lié à GitHub. Et je reviendrai aussi pareil sur la partie routine, encore une fois, sur l'intérêt de lier son dossier à GitHub. Ici, vous avez donc la partie sur les modifications et les autorisations. Concrètement, vous avez trois modes principaux et ensuite deux autres modes que vous pouvez ajouter et activer dans les paramètres. Vous avez d'abord demandé les autorisations. Donc, concrètement, ça veut dire que pour chaque action que Claude voudrait exécuter qui modifierait un document ou qui toucherait à un outil en dehors de Claude, Claude va vous demander explicitement votre confirmation pour effectuer cette action. Donc, il dira est-ce que vous m'autorisez à faire telle action et vous devrez cliquer sur autoriser. Ensuite, accepter les modifications, c'est en gros vous autorisez Claude à voilà, modifier des fichiers dans votre dossier, donc dans l'environnement de travail dans lequel vous êtes, de manière automatique ou autonome. Et puis, il vous demande toujours les autorisations pour tout ce qui concerne des outils externes. Donc, par exemple, je sais pas, interagir avec Notion ou interagir avec différents outils que vous aurez pu synchroniser. Là aussi, on verra après dans la partie configuration où vous pouvez voilà, contrôler pour chaque fonction le niveau d'autonomie que vous voulez que Claude ait sur chaque fonction. Et ensuite, il y a un troisième mode qui est un peu une logique différente, qui est le mode planification, qui, en gros, va demander à Claude de créer un plan d'action pour la tâche que vous lui avez confiée. Donc, en gros, ça veut dire qu'avant, au lieu d'agir directement, il va d'abord réfléchir à la tâche que vous lui avez confiée, puis il va créer un plan assez détaillé, donc par étapes, et enfin, il va vous le soumettre. Et ce qui est intéressant avec ce mode, c'est que du coup, notamment sur des tâches plus complexes, vous allez pouvoir faire quelques allers-retours sur la partie plan, et
une fois et seulement une fois que vous êtes OK avec le plan que vous propose Claude, vous pourrez dire OK, donc là, il va passer à l'exécution du plan. Et donc c'est notamment, encore une fois, comme je disais, intéressant pour des tâches plus complexes, parce que ça vous évite, on va dire, d'avoir des allers-retours un peu inutiles, ou alors voilà, juste de gagner en efficacité, et d'éviter aussi de consommer des tokens inutilement sur des choses qui, avec un peu de réflexion en amont sur la tâche, auraient pu être évitées. Ici, on a la partie, voilà, vue de la transcription, donc c'est en gros j'allais dire le niveau de verbosité que Claude va avoir, ou en tout cas le niveau de détail que Claude qui va être affiché sur l'écran lorsqu'il va exécuter les différentes actions. Donc voilà, imaginons que, je sais pas, il exécute un script, ou qu'il fasse appel à un MCP, ou voilà, qu'il réfléchisse justement sur la tâche que vous lui avez soumise. Bah, si vous cochez réflexion en cours, vous verrez voilà, s'afficher à l'écran tout le détail de la réflexion au format texte. Et donc voilà, vous avez un peu les différentes options. Honnêtement, ça, c'est pas très important. J'y touche très peu. Et puis ici, vous allez pouvoir ajouter, voilà, des fichiers ou des photos, un dossier, les commandes slash sur lesquelles je reviendrai juste après, choisir quel connecteur vous souhaitez que soit actif dans ce chat. Voilà, pour certains chats, vous pouvez voilà, ne pas avoir besoin de certains connecteurs, donc vous pouvez voilà, choisir de les activer ou de les désactiver. Et puis les plugins, pareil, qui sont une combinaison de scripts, de skills et de MCP, mais pareil, que je trouve assez peu utile finalement. En tout cas, j'en ai un usage assez restreint de mon côté. Pour revenir sur la partie command slash, donc c'est comme ça que vous pouvez les invoquer. Et globalement, les commandes, voir c'est un peu comme des boutons ou des fonctionnalités que vous allez pouvoir activer, qui vont soit faire appel à des fonctionnalités un peu natives à Claude. Par exemple, qu'est-ce que vous avez comme fonctionnalité native? Voilà, la partie compact, qui sert, si vous avez voilà, une interaction avec Claude dans une session qui est un peu longue, à synthétiser cette interaction pour que la fenêtre de contexte soit moins importante. Et puis ensuite, ça vous permet aussi de donner accès à vos skills, donc sur lesquels on reviendra mercredi, qui sont voilà, ces documents au format texte dans lequel vous avez encapsulé l'exécution d'une tâche, en tout cas le process pour exécuter une tâche spécifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la partie transcription. Pareil, dont je me sers assez peu. Personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle, j'ai oublié son nom juste maintenant, mais Flow, plus le nom. Bref, un outil de transcription. Et la raison pour laquelle je ne me sers pas de celui de Claude Code, c'est que, a priori, alors il faudrait que je revérifie, mais jusqu'à récemment en tout cas, il fonctionnait qu'avec l'anglais. Donc voilà, forcément, c'est moins pratique quand on parle pas, quand on parle français. Et puis enfin, dernier élément, ici vous avez la partie modèle voilà, que vous pouvez choisir, et notamment aussi le niveau d'effort. Le niveau d'effort va, entre guillemets, vous allez pouvoir sélectionner un peu la puissance que vous souhaitez. Plus vous choisissez, entre guillemets, un niveau d'effort élevé, et plus, entre guillemets, il y aura de puissance, et donc de puissance notamment de raisonnement, mais aussi plus les délais de réponse seront longs, et plus aussi la consommation par Claude sera importante. Voilà. Ici, dans la partie Customize, vous avez donc deux sections, les compétences, qui sont donc ces fameux skills, donc des fichiers texte, comme vous le voyez ici, avec des instructions que Claude va suivre une fois qu'ils seront invoqués. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que c'est le sujet de la session de mercredi. Et puis donc, vous avez ici les connecteurs, avec voilà, la partie intégration native juste là. Et vous pouvez donc en ajouter en faisant voilà, parcourir les connecteurs. Et vous avez ici donc toute la liste des différents voilà, connecteurs qui existent nativement avec Claude. Voilà, je vous conseille d'en faire le tour régulièrement, parce que il y a souvent, comme vous le voyez ici, de nouvelles intégrations.
ça peut vous permettre de découvrir potentiellement de nouveaux outils dont vous aurez besoin et ou de découvrir qu'un outil que vous utilisez a enfin un connecteur et dont vous pouvez donc vous servir. Ce que je vous disais sur la partie autorisation, c'est qu'une fois que vous avez établi la connexion avec un outil, vous avez ici la liste de toutes les fonctionnalités entre guillemets de l'outil, de toutes les actions que Claude va pouvoir effectuer dans cet outil. Et à chaque fois, vous voyez ici que vous avez 3 modes, toujours autorisé, nécessite une approbation ou bloqué. Donc, toujours autorisé, ça veut dire que à partir du moment où vous demandez à Claude de vous servir, enfin d'utiliser cette fonction, ou alors si Claude, par rapport à la tâche que vous lui avez demandé, détecte qu'il a besoin de faire cette action, si c'est en toujours autorisé, eh ben, il la fera directement, entre guillemets, sans vous demander confirmation. Si c'est en nécessite une approbation, comme son nom l'indique, ben dans ce cas-là, il vous aura un message de confirmation à valider pour le faire. Et si vous l'avez mis en bloqué, et dans ce cas-là, voilà, cette action sera jamais considérée et Claude ne l'exécutera jamais. Donc voilà, de base, chaque outil voilà, est déjà entre guillemets préconfiguré avec les approbations. Et il y en a en général jamais aucun qui est nativement bloqué. La majorité soit en nécessite une approbation. Et ensuite, il y en a quelques-uns en toujours autorisé, souvent ceux qui ne sont que de la lecture de vos outils et qui n'ont aucun impact sur, voilà, qui ne vont pas changer, créer, supprimer ou modifier quelque chose dans l'outil. Donc ça, ensuite, vous pouvez voilà, le faire et le gérer un peu comme vous le souhaitez. Dernier point sur cette petite présentation de l'interface, c'est que vous avez ici donc, vous pouvez voilà, mettre plusieurs sessions les unes à côté des autres. Si jamais, voilà, je sais que tout le monde n'a pas forcément voilà, vu que c'était possible, donc vous pouvez voilà, comme ça avoir jusqu'à 2 sessions et les mettre les unes à côté des autres. Vous pouvez ensuite ici afficher différentes choses. Donc, la première, ça va être la partie tâches. Donc ça, c'est lié notamment à la partie du mode planification. Si vous créez donc voilà, un plan, Claude va en fait définir une suite de tâches qu'il va exécuter au fur et à mesure. Et donc voilà, si vous avez un plan, et ben vous pourrez voir un peu ici les différentes tâches qui y sont associées. Et si Claude est en train d'exécuter, bah, vous pourrez voir un peu entre guillemets là où en est Claude dans l'exécution des tâches. Vous avez aussi, si je vais ici, la partie diff. Donc ça, c'est plus la partie liée à vos fichiers. Donc là, en l'occurrence, dans cette conversation, il n'y a pas eu de modification de fichier, donc c'est pour ça que vous le voyez pas. Mais s'il y a des fichiers qui auraient été voilà, modifiés ou créés, vous auriez la liste ici qui s'affiche. Et puis, la dernière partie, c'est la partie plan, justement, comme je vous le disais, sur un peu le plan que vous aurez créé. Donc, en fait, je me suis un peu confus. La partie tâche, c'est voilà, si vous demandez une action même sans plan, bah, Claude va créer entre guillemets des étapes pour les réaliser. Donc, vous la voyez dans la partie tâche. Et la partie plan, voilà, si vous activez le mode planification, ben, vous verrez votre plan affiché juste ici. Et jusqu'à présent, donc là je viens de le remarquer, jusqu'à minima la semaine dernière, il y avait aussi la partie terminale, qui est donc voilà, la commande d'exécution de votre ordinateur, qui était possible d'afficher juste ici, mais a priori, je ne sais pas la raison, ils l'ont supprimé depuis. Voilà, et puis le dernier point, oui effectivement, c'est la partie donc routine. Qui vous permettent globalement de planifier voilà, l'exécution de tâches, soit de manière récurrente, c'est-à-dire bah, voilà, tous les lundis à 9 h, je veux que cette tâche s'exécute, soit via API, c'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui sont un peu familiers avec ce genre d'outil, vous pourriez déclencher une tâche Cloud Code via Make ou N8N, donc via l'exécution de code. Et puis, voilà, c'est les deux principales manières de
d'exécuter ces tâches-là. Et donc, vous voyez ici qu'il y a deux distinctions, donc local et à distance. Donc ça fait référence au dossier dans lequel la tâche sera exécutée. Et donc, si c'est une tâche qui va s'exécuter en local, ça va nécessiter que votre ordinateur et Cloud Code, enfin Cloud Desktop avec la partie code, soit ouverte et active sur votre ordinateur pour s'exécuter. Par contre, si, imaginons que je sais pas, vous avez programmé pour une tâche lundi à 9 heures, que vous ouvrez votre ordinateur que lundi à 11 heures, et ben la tâche s'exécutera à ce moment-là. Voilà, c'est un truc un peu rétroactif. Et donc la partie à distance, pareil, qui est pas essentielle au début quand vous vous lancez, mais globalement, ça vous permet donc de programmer des tâches qui vont s'exécuter voilà, de manière autonome sans que vous ayez besoin d'avoir votre ordinateur allumé, et ce de manière plus simple à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un peu plus complexe à mettre en place, et notamment c'est pour ça que vous avez besoin de GitHub pour mettre en place ce genre de process qu'on verra pas forcément dans la session aujourd'hui, qui n'est pas forcément nécessaire au début, mais qui est plus pour un usage plus avancé sur certains types de tâches. Voilà un peu pour la présentation. Ça a fait déjà à peu près 30 minutes, donc c'était un peu le timing que je visais. Hop, je vais revenir donc juste ici. Hop. Donc voilà un peu pour cette partie-là. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, donc je vais commencer à les traiter. Donc déjà, Perrine, je n'ai pas la partie cloud proposée dans ce menu. Effectivement, c'est une question de plan. Il faut être sur le premier plan payant de code pour accéder à Cloud Code. Donc, si tu le vois pas, c'est sûrement que tu dois encore être sur le plan gratuit. Pardon, pourtant pas. Je suis bien en pro. Ok. Et tu es sur l'application desktop et tu n'as pas de mise à jour Ouais, je suis sur le desktop, effectivement. D'accord. Et tu n'as pas les petites icônes comme tu le voyais sur mon écran Ouais, exactement. Moi, j'ai local, contrôle à distance et SSH, mais j'avais pas j'avais pas l'option cloud. Après, c'est peut-être des choses dans les paramètres. Ah, tu veux dire, tu n'avais juste pas cette option-là, cloud, tu veux dire? Ouais, c'est ça, exactement. Alors, tu dois peut-être juste ajouter un environnement cloud parce que de base, ils sont pas créés là. C'est moi qui les ai créés. Il doit même pas. Non, j'ai même pas ça. Bon, je vais aller fouiller dans les paramètres. C'est peut-être dans les paramètres qu'il faut que je. Non, a priori, tu dois pouvoir le voir. Mais comme je te dis, de toute façon, pour démarrer, le local est Le local est suivant. Ok. Alors moi, je travaille quasiment que en local en général. La seule raison pour laquelle j'ai la partie cloud, c'est sur justement les tâches programmées. Mais sinon, je travaille toujours en local. Ok. Merci beaucoup. Pas de souci. Deuxième question, différence donc de Ali, différence entre Codex et Cloud Code. Quel est le plus simple? Alors pour être 100% transparent, je me suis jamais vraiment servi de Codex, donc j'ai vu quelques vidéos dessus. Mais fondamentalement, comme je disais, la logique derrière ces deux outils est assez similaire. C'est-à-dire, vous allez retrouver les mêmes briques, donc voilà, les modèles d'IA forcément qui vont diverger d'un outil à l'autre. Mais sinon, vous allez aussi avoir la partie agent, la partie skill, la partie environnement de travail. Donc après, voilà, il y a effectivement des différences, notamment liées au modèle et la manière dont ils sont, on va dire, cadrés et imbriqués dans les produits. Mais comme je disais en intro, pour moi, c'est pas vraiment ce qui compte le plus, c'est justement de comprendre voilà, le fonctionnement général de l'outil, plus que de se dire quel outil est le meilleur. Je dirais que ça a assez peu d'impact d'un point de vue quotidien. Pour être honnête, les sorties de modèles, c'est vraiment quelque chose que je suis très peu.
Et voilà, je passe quasiment jamais de temps à tester les nouveaux modèles. Ça a assez peu d'impact dans ma pratique. Et si vraiment il y a un nouveau modèle qui est vraiment game changer, voilà, de toute façon, vous le saurez assez rapidement en étant sur LinkedIn ou YouTube. Donc, voilà, j'ai plutôt cette logique-là de laisser un peu, notamment sur les nouveautés, un peu laisser la hype passer. Et si la hype ne passe pas, alors là, ça veut dire qu'il y a effectivement peut-être quelque chose à creuser. Et d'ailleurs, c'est exactement un peu le process que j'ai eu avec Cloud Code. Quand j'ai vu que la hype durait aussi longtemps, je me suis dit qu'il y avait effectivement que ça valait sûrement le coup de s'y intéresser. Ensuite, sur la partie sécurité, en gros, il n'est pas réellement autonome, dans le sens où il est autonome dans le dossier, comme je disais, dans lequel vous allez avoir votre session. Donc là, oui, tous les documents qui s'y trouvent, il va pouvoir les consulter, enfin, il les consultera, entre guillemets, s'il juge qu'il en a besoin pour une de vos requêtes. Par contre, si vous souhaitez qu'il accède ou qu'il lise un fichier qui est en dehors de ce dossier-là, il va vous demander l'autorisation avant de le faire. Donc voilà, vous avez le contrôle là-dessus. Et donc voilà, là-dessus, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Ensuite, sur les autorisations, oui, si vous faites demander les autorisations, ça vous demandera vraiment voilà, chaque action. Donc ensuite, bah, voilà, c'est à vous aussi de voir ce que vous autorisez. Mais pour moi, s'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous êtes, enfin des choses vraiment sensibles sur l'un ou l'autre de vos outils, ce que je vous conseille, c'est justement d'aller dans la partie connecteur, comme je vous ai montré, et de décocher les actions que vous voulez vraiment pas que Claude fasse. C'est la partie la plus enfin, c'est la manière la plus sûre, on va dire, de s'assurer que Claude ne touche pas ces parties-là. Quelle est la signification de MCP? Ça veut dire modèle, contexte, protocole. Et concrètement, moi-même, je suis pas développeur, mais l'intérêt, en gros, c'est que ça va lancer une sorte de petit serveur en back-office de votre session auquel Claude aura accès et dans lesquels seront un peu, entre guillemets, documentés et faciliter toutes les interactions que Claude et toutes les fonctionnalités que Claude va pouvoir utiliser dans l'outil. Voilà, c'est juste un moyen qu'on trouvait d'ailleurs Anthropic à l'origine de faire communiquer plus facilement les outils et l'IA. Effectivement, Théo, c'est Whisperflow, je ne sais pas pourquoi je l'avais perdu. Un autre outil sinon qui est aussi caché très bien aussi, c'est Super Whisper. Donc voilà, des outils que je vous recommande vraiment. Alors, pourquoi préférer, très bonne question, un code routine plutôt qu'un make, par exemple, pour bien comprendre? Bah, ça va surtout dépendre de la nature de la tâche. Si globalement vous pouvez automatiser entre guillemets la tâche que vous souhaitez dans Make, eh bien je vous recommanderais toujours de garder cette tâche dans Make. Donc globalement, si c'est des tâches déterministes, donc voilà, si voilà, il y a A qui se passe, alors effectuer B. Si par contre il y a un peu plus de complexité ou entre guillemets alors j'aime pas vraiment ce terme, mais de prise de décision à avoir pendant l'appel. Dans ce cas, Cloud Code va être plus intéressant. Par exemple, j'ai voilà, moi une commande, donc un skill que j'utilise, qui se déclenche après chacune de mes réunions, qui va en fait répartir en fonction de la nature de la réunion. Donc si c'était avec un prospect, un client, un partenaire, qui va répartir l'information qu'il y a eu, les échanges, les tâches, etc., dans cette réunion, dans les différents dossiers de mon espace de travail. Et donc pour ça, voilà, il y a plein de cas de figure possibles. Aussi potentiellement, si c'est un appel client, il va générer voilà, une synthèse de l'appel par mail. Et donc voilà, il y a plein d'actions qui sont possibles en fonction du type de la réunion et de son contenu. Et donc là-dessus, reproduire ça sur Make, ça serait un peu compliqué à recréer. Et donc c'est là que des outils
comme Cloud Code et en tout cas des workflows dirigés par l'IA nous offrent cette flexibilité voilà, dont on a besoin parfois. Perrine, tu parlais d'exemples d'utilisation. Est-ce que tu peux préciser sur voilà, l'exemple d'utilisation de quoi? Ouais, De Cloud Code en général? ma question était plutôt, alors super pour la visite et merci pour toutes les précisions que tu as apportées. L'idée, c'était de savoir sur à quoi te sert, quel est ton plus gros usage, ton ou tes quelques plus gros usages de Cloud Code au quotidien pour nous ouvrir un peu les chakras et nous inspirer sur ce qu'on peut nous aussi mettre en place avec Cloud Code. Oui, carrément. Donc, globalement, il faut vous dire qu'aujourd'hui, peu importe la tâche que vous effectuez, on va dire, sur votre ordinateur, Cloud Code peut théoriquement l'exécuter. Ce que je veux dire par là, c'est que la limite aujourd'hui au cas d'usage que vous allez implémenter, c'est pas, on va dire, les capacités technologiques, ça va plus être vous, votre propre capacité à orchestrer, à donner les bonnes instructions et les bons éléments de contexte pour que Claude puisse réaliser le travail. Ensuite, je vais donc vous donner des exemples un peu sur sur quoi je me sers de Cloud Code le plus, mais j'allais dire qu'après c'est propre à chacune des activités. Donc concrètement, la manière dont je m'en sers le plus, c'est sur la partie création de contenu. Ce qui est bien, c'est que dans mon environnement de travail, j'ai des automatisations qui font arriver notamment tous mes transcripts de réunions, toutes les synthèses aussi et les livrables que je peux produire pour mes différents clients sont à ce niveau-là. Donc ça me fait voilà un terreau, on va dire, pour créer du contenu, des idées et les rédiger assez intéressant. Donc le process que j'ai là-dessus, souvent, voilà, j'ai la partie idée, c'est pas trop là-dessus dont je m'en sers, elles viennent souvent de moi. Et ensuite, je vais m'aider de Claude pour les on va dire rédiger. Et ensuite, je me sers aussi de Claude, par exemple, pour créer mes carousels ou mes visuels. Donc voilà, tous les visuels ou le carrousel que vous avez vu pour la promotion entre guillemets de cet événement, je les ai fait avec Claude Code. Sur la partie client, ça va me servir à faire pas mal de choses, que ce soit sur voilà, la production je fais pas mal de coaching ou même de projets. Donc j'ai pas mal de synthèses écrites des projets ou des sessions de travail que j'ai eues avec mes clients. Donc là, pareil, encore une fois, je me sers de Cloud Code pour voilà, à partir des transcripts, mais aussi à partir de l'historique des décisions qu'il y a eu avec ce client. Donc voilà, je m'en sers surtout pour un outil qui a le contexte de chacun de mes clients, dans lequel je log voilà, chacune des décisions et des choses qui ont été faites avec mes clients. Et donc, il a tout l'historique. Et donc, quand je dois faire des points d'étape ou rédiger des documents, des livrables à destination de mes clients, c'est vraiment ultra intéressant et ultra puissant à ce niveau-là. Ensuite, alors là, pareil, c'est très propre à mon métier, mais je m'en sers pour, voilà, par exemple, créer des bases de données sur Airtable, Notion, sur différents outils. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Cloud Code maintenant l'IA maintenant peut agir dans les outils. Donc, quand je dois mettre des choses en place pour mes clients, notamment, forcément, je m'en sers pas mal. Pareil, que ce soit sur Make ou N8N. Et puis, ensuite, le dernier point, je dirais, c'est sur la partie commerciale. Donc, je veux dire commerciale et aussi communication. Communication, je veux dire tous les messages que je peux recevoir, que ce soit par mail, WhatsApp, LinkedIn, etc. Je me sers d'un outil qui s'appelle Beeper, qui permet justement, alors à part la partie mail, mais qui permet de connecter en un seul, justement, MCP, en une seule connexion, ces différents outils. Donc, chaque matin, il me fait une synthèse un peu des communications que j'ai en cours et ce que je dois faire. Et puis, dernier point, donc sur la partie commerciale, il m'aide à préparer mes rendez-vous, à faire des recherches sur mes prospects, et puis ensuite, suite au call, à rédiger des propositions pour mes prospects. Sur la partie token, à quoi faut-il faire attention pour ne pas trop consommer? Là-dessus, sur la partie consommation, il y a un concept à bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans une session,
chaque message va consommer plus que le précédent. La raison étant que, entre guillemets, c'est comme si on va dire Claude avait un sac qui, au début de la session, est vide. Et au fur et à mesure des échanges, voilà, ce sac va se remplir. Et, entre guillemets, ce sac, c'est ce qu'on appelle, sur un terme plus technique, entre guillemets, c'est la partie voilà, fenêtre de contexte, ou context window en anglais. Et donc, voilà, il va, entre guillemets, porter le poids de ce contexte voilà, à chaque nouveau message. Et donc, l'intérêt, c'est, enfin, ou plutôt l'idée, c'est vraiment d'avoir l'idée de une tâche, une session. Et quand vous avez fini une tâche et que vous allez enclencher voilà, une nouvelle tâche, justement, qui n'a pas forcément de lien avec la précédente en termes de contexte, et ben une bonne pratique et la pratique la plus simple pour limiter sa consommation de token, c'est de la démarrer dans une nouvelle session pour justement rafraîchir le contexte. Et ça enchaîne bien effectivement avec la question de Christophe. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir le pourcentage de tokens utilisés? Oui, vous avez une commande qui s'appelle contexte, mais qui n'est pas accessible malheureusement sur l'application desktop, mais que je pourrais vous montrer demain sur le terminal. Donc voilà, il y a cette partie-là. Et sinon, il y a aussi une commande, alors c'est plus sur la partie usage, qui elle est disponible dans l'application desktop, qui s'appelle Usage. Donc où vous pouvez voir où vous en êtes dans votre consommation en termes d'abattement de Claude, donc que ce soit sur la journée, la semaine ou le mois. Et ça, vous pouvez le voir aussi dans les paramètres d'ailleurs. Ensuite, ce qui fait, selon moi, les principales différences entre Claude IA classique et Claude Code depuis la desktop et Claude Code version CLI. Donc, sur la partie Claude, on va dire ouais, Claude IA classique, déjà, il n'y a pas cette logique d'agent. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez ni cette logique d'espace de travail. Donc, vous avez les projets qui s'y approchent, mais comment dire, c'est comme si vous discutiez avec voilà, une seule entité, là où dans Cloud Code, vous pouvez avoir voilà, vous pouvez demander à Claude d'effectuer plusieurs tâches en parallèle, ce qui n'est pas possible dans la partie chat. Ensuite, l'autre aspect, et le principal pour moi, c'est la capacité de Claude d'exécuter du code. Et donc ça va vous permettre, voilà, ça va vous donner accès à pas mal de cas d'usage. Le premier étant, par exemple, de pouvoir interagir avec des outils qui n'ont pas encore de MCP. Donc c'est de moins en moins commun. Comme je disais tout à l'heure, c'est un concept qui s'est quand même pas mal démocratisé, une approche qui s'est pas mal démocratisée, mais il reste encore des outils qui n'ont pas de MCP, mais qui ont une API. Et donc voilà, le fait que Claude puisse exécuter du code, bah, ça peut vous permettre aussi d'interagir avec ces outils-là. Et puis ensuite, ça débloque aussi pas mal de cas d'usage. Par exemple, pour moi, la partie mon cas d'usage design, en fait, il génère du HTML et ensuite, il va transformer ce HTML en PDF ou en JPEG en fonction si c'est un carrousel ou un visuel simple. Et donc voilà, il y a aussi en termes de cas d'usage où c'est plus intéressant. Et puis, je dirais que le dernier point, c'est le fonctionnement, on va dire, de la partie espace de travail, sur lequel je ne vais pas forcément voilà, m'étendre aujourd'hui parce que c'est globalement le sujet de demain sur la partie contexte. Mais il y a toute une logique de contexte et de mécanique qu'on retrouve sur Claude Code qui permet de mieux structurer les choses et qu'on n'a pas sur la partie chat classique. Donc voilà. Et ensuite, la version CLI, donc dans le terminal, il y a juste quelques. Voilà, à la base, Claude Code, c'est voilà, un outil donc dans le terminal, et c'est juste qu'il y a certaines fonctionnalités effectivement du coup qui arrivent en premier sur le terminal et qui arrivent plus tard sur l'application desktop. Et d'ailleurs, à titre perso, je me sers principalement de Claude dans le terminal, notamment pour la partie pour une interaction avec la partie agent que je vous détaillerai jeudi. Alors, comment s'appelle l'outil que j'utilise pour rassembler mes sources de communication? Est-ce que tu peux détailler, Frédéric? Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
j'ai pas compris le. Ah, En fait, non, je pense que tu l'as cité tout à l'heure et j'ai oui, pas compris le Beeper. nom. C'est quoi? Oui, Beeper, c'est le message que tu vois de Perrine juste avant. Ah, Beeper. Beeper, ok. Euh, Merci. c'est ça. Et donc ça, voilà, il y a vous pouvez l'installer, c'est une application aussi bureau. Euh, et donc effectivement, il n'y a pas de connecteur, il n'y a pas d'intégration native avec Beeper, mais en gros, Beeper ont un MCP que vous pouvez tout de même configurer. Et donc, voilà, je pourrais vous partager la manière de le faire. J'ai fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps pour ma communauté. Mais vous pouvez le synchroniser avec Claude, mais justement uniquement avec Cloud Code, parce que c'est un MCP local. Donc, c'est-à-dire que c'est un fichier, un fichier de configuration sur votre ordinateur. Et donc ça, seul Cloud Code ou Cowork peut interagir avec, mais pas Cloud et Cloud Chat, on va dire. Ensuite, peut-on connecter Cloud avec Instagram, par exemple, et faire des résumés de vidéoclips? Non, aujourd'hui, avec Instagram, en tout cas, il n'y a pas d'intégration native. Par contre, il y a un outil comme Apify, donc pareil, je vais noter le nom dans le chat, qui est une marketplace, on va dire, de scrappers, donc de petits robots, on va dire, qui vont récupérer le contenu de différentes sources. Et donc, voilà, il y en a vraiment énormément, notamment il y en a sur Instagram. Donc après, il faudra aller voir on va dire dans le détail de ce que tu souhaites faire pour voir si ce type de scrapper existe. Mais si je devais réfléchir à une solution, ça serait par là que je commencerais à chercher. Voilà un peu pour vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez aussi les poser voilà, directement, j'allais dire de vive voix si vous en avez. Ça peut être des questions techniques, mais aussi plus des questions type voici mon activité, quel cas d'usage vous verriez, enfin, ou je verrai pour vous. C'est aussi ça je pense qu'une voilà, des clés pour se lancer, c'est aussi identifier voilà, là où ce par quoi on pourrait commencer. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions en ce sens-là. Pas d'autres questions Colin. Ouais, moi ouais, j'en ai sinon. pas vraiment une, mais globalement là je suis en projet d'automatisation et de gestion de projet par IA. Et du coup, je voulais Ouais. savoir si toi tu avais même on va dire des rentrées d'informations spécifiques pour des données de gestion de projet pour avoir plus de contexte, même pour créer plus d'actions par rapport à celles-ci, même si les actions sont plus connues, c'est vraiment quelles données et comment est-ce que tu récupères toutes les données et quelle idée de données tu pourrais avoir pour agrémenter le contexte et avoir plus d'informations. Voilà. Ouais. Alors, il y a que le premier élément de réponse là-dessus qui est assez important, c'est et pareil sur la partie contexte, c'est un peu là-dessus sur laquelle enfin, le sujet principal de demain, c'est que Claude sache où se trouve chaque type d'information que vous avez dans votre activité. Concrètement, ça veut dire que Claude sache que, je vais prendre mon exemple, mais par exemple, j'utilise Abi pour mes factures, j'utilise Gmail, j'utilise qu'avec Beeper, il a accès à WhatsApp et différents espaces Slack, que dans mon dossier de travail, j'ai un dossier client qui est toujours pour chaque client structuré de la même manière, avec notamment un fichier décision. Et donc l'idée, c'est vraiment de cartographier, entre guillemets, votre environnement pour que Claude sache toujours, pour tout type d'information qu'il reçoit ou qu'il doit créer, où la ranger finalement, et pour que vous aussi, vous puissiez la retrouver facilement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce qui est important pour la partie gestion de projet, c'est que pour chaque tâche que vous allez créer, et ben en fait, c'est un peu comme si vous deviez collaborer avec une autre personne. Si, voilà, on va dire que vous souhaitez confier une tâche à une personne
que vous allez lui donner, entre guillemets, l'objectif de la tâche, mais que vous ne lui expliquez pas où sont situés les différents, plutôt quelles sont les différentes ressources liées à cette tâche-là, ça va être plus compliqué forcément pour elle à réaliser. Et donc, voilà, je vous montrerai pareil ça aussi demain, mais moi, dans en gros, toutes les tâches qui sont gérées plutôt par Claude, je les écris pas moi-même, mais elles sont liées directement, souvent à un ou deux fichiers qui sont liés à cette tâche. Comme ça, quand je reprends plus tard, quand je souhaite exécuter la tâche plus tard, et que je dis, bah tiens, je veux travailler sur ça, Claude sait exactement où aller regarder pour avoir le contexte et la matière première, j'allais dire, pour réaliser cette tâche. Est-ce que ça répond à ta question, Théo? Sinon, tu peux me donner aussi un peu plus de détails sur C'est nickel, c'est nickel. sur ta problématique. Non, c'est en général, là, je suis en train de créer un cours justement sur ça et j'ai pas mal de personnes qui sont PM ou justement en gestion de projet. Alors, pas mal de grosses et de personnes en sales. En fait, la question de la gestion de projet revient absolument tout le temps. Et que ce soit au niveau de mise à jour automatique du CRM pour les sales ou autre, on va dire, dans la gestion des tâches au jour le jour. Donc, moi, je faisais déjà la cartographie des processus qui, pour moi, est essentielle justement pour avoir un peu un suivi. Par contre, toi, tu fais aussi une cartographie, on va dire, de tous les différents éléments de contexte et où est-ce qu'on va les chercher. C'est ça? C'est ça. En gros, ce que tu dois créer entre guillemets, en back-office, c'est que tous les inputs de type de contexte qui vont arriver dans la boîte, il faut qu'ils soient organisés. Enfin, il faut qu'ils soient à minima, l'étape 1, c'est que Claude sache où il doit aller chercher chaque type d'information. Donc, par exemple, tu vois, je bosse pour une agence. Dans leur agence, ils ont un channel Slack interne et externe avec le client. Et ben, on a une base Notion dans laquelle il y a l'identifiant du channel Slack interne et externe du client. Et Claude, ensuite, c'est que pour chaque client, il y a ces identifiants qui se trouvent dans cette base-là, et après, il y a tel type de channel qui s'y trouve. Donc, il sait comment aller. Si je lui demande d'aller chercher, je sais pas, qu'est-ce qu'on s'est dit la semaine dernière avec ce client, je vais pas avoir besoin de lui spécifier, de dire, va regarder dans Slack, dans tel channel pour le faire. Il sera automatiquement où le faire. Et ensuite, c'est pour ça que sur la partie notamment transcript, que ce soit des meetings sales ou internes, c'est pour ça que c'est important d'avoir et vraiment utile d'avoir un processus de traitement entre guillemets de ces meetings pour capitaliser et pour transformer cette information un peu brute en une information plus structurée, que ce soit alors effectivement avec des tâches, ça c'est un peu la première chose auquel on pense, mais la réalité c'est que j'allais dire que c'est presque le truc sur lequel l'IA, en tout cas, je ne trouvais pas encore très, très pertinent. Par contre, pour organiser les informations clés qui ont été échangées dans les meetings ou les décisions qui ont été prises, ça marche vraiment très bien. Mais ça demande ensuite, encore une fois, juste de savoir où est-ce qu'on capitalise sur chaque type d'information pour qu'ensuite l'IA puisse s'y référer plus tard. Ok. Donc, oui, globalement, un vrai besoin de transformer tes outils et l'utilisation d'outils pour être au mieux utilisé par les IA après. Même si globalement, c'est un peu la même chose que pour l'humain, mais on va dire c'est être mieux organiser ces outils pour pouvoir une meilleure utilisation par l'IA après. C'est ça. En fait, c'est un peu j'allais dire l'intro de demain, mais il y a toute une partie de contexte qu'on n'avait pas besoin de documenter avant l'IA. Et déjà, de base, j'allais dire même avant l'IA, il y avait toute une partie de process qu'on avait besoin de documenter, mais que peu de boîtes font. Mais en plus de ça, il y a d'autres informations qu'on n'avait pas besoin de documenter avant et qu'on a besoin de faire maintenant. Typiquement, l'exemple que je donne toujours là-dessus, c'est souvent avec les clients, il y en a avec qui on va discuter par WhatsApp, par mail, par Slack. Et ça, c'est des choses qu'avant, on n'allait pas documenter parce que juste les personnes qui travaillaient avec le client le savaient. Et bien aujourd'hui, avec l'IA, c'est typiquement le genre d'information que tu vas devoir documenter. Pareil, sur la gestion, on va dire, de l'information. Alors avant, il pouvait au mieux y avoir un peu de documentation sur la manière dont ça fonctionnait dans la boîte, mais sinon, globalement, ça vivait surtout dans la tête de chacun des membres de l'équipe. Demain, si tu veux que ça soit fait par l'IA et du coup que ça soit mieux fait et de manière plus régulière, pareil, ça doit être documenté et il doit y avoir un système clair sur où se trouve et où est rangé chaque type d'information. Donc il y a un vrai système un vrai travail, encore une fois, cartographie de son système. Et c'est ce qu'on verra demain sur la partie contexte. Il y a
il y a une couche qui manque et qui va être donc qui va devoir être créée un peu from scratch, et ensuite une partie documentation de l'existant. Ok. Et est-ce que tu as une méthodologie du coup que tu as donner demain pour cartographier tout ça ou pas? Ouais, en tout cas, je vous donnerai effectivement la manière dont je procède pour faire ça et pour démarrer ce travail-là. Après, voilà, il y a pas mal de templates qui sont partagés en ce moment sur LinkedIn ou autres, et c'est des très bonnes bases. Mais ce que je dis souvent, c'est que voilà, c'est comment dire, c'est quelque chose ensuite qui est adapté à votre utilisation. Et voilà, il y a pas une approche qui correspondra parfaitement à ce que vous cherchez. Donc voilà, l'important c'est d'avoir une base, et ensuite de construire et itérer dessus. Ok, stop, je te remercie. Pas de souci. Et donc dernière question euh, avant de conclure. Peut-on donc avec Cloud Code reprendre ce qui a été fait sur Cloud Projet? Oui, alors enfin, en tout cas il y a une astuce pour le faire, c'est que ce qui est intéressant c'est de le faire avec Cloud Cowork, parce que Cloud Cowork peut à la fois interagir avec les projets et il peut aussi interagir avec un dossier. Et donc l'idée c'est d'utiliser Cloud Cowork et de lui demander de reprendre les éléments du projet et de l'organiser dans un dossier. Et comme ça ensuite vous pouvez reprendre ce dossier-là pour y travailler dans Cloud Code. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été, que ça vous sera utile. Demain, donc, on enchaîne sur la partie contexte, et donc voilà un peu ce qu'on vient d'aborder en termes de sujet avec Théo. Et voilà, je vous enverrai le replay d'aujourd'hui ainsi qu'à tous les participants qui étaient inscrits mais qui n'ont pas pu venir aujourd'hui dans la journée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour ceux qui seront présents.